Je ne sais pas si vous vous livrez à l'exercice consistant à relever les mots qui reviennent de manière récurrente. C'est toujours significatif de comment l'orientation des débats. C'est un exercice auquel je me livre, mais je m'amuse aussi à relever les mots qu'on n'aura pas prononcés tout au long d'une journée comme celle-ci. Et il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, à ma grande surprise. Si, on a parlé d'argent quand même. Je vous laisse 10 secondes pour le deviner, ce mot. Voilà, comme vous vous en doutez, c'est le paysage. Alors, c'est pas si vrai. C'est-à-dire que si j'avais poussé dans ces retranchements, pardon. Ah oui, bon, Jean-Paul mort de froid, comment me rappelle qu'effectivement ces photos donnaient à voir de magnifiques paysages, quoique aussi en conflit avec des constructions. Alors, si j'avais poussé monsieur le sénateur dans ses retranchements, il aurait également évoqué la notion de paysage. Il y consacre d'ailleurs des développements dans son rapport auquel je renvoie. Mais nous ne l'avons pas placé au cœur de nos réflexions, et ceci me conforte dans l'idée qu'on a fait peut-être le bon choix, à vous d'en juger, en sollicitant un paysagiste urbaniste, que j'invite d'ailleurs à me rejoindre et à qui je laisserai toute la place. J'ai nommé Bertrand Folléa, qui me rejoint sous vos applaudissements. Nous avons beaucoup de chance d'avoir Bertrand Folléa avec nous, parce que Bertrand Folléa a un emploi du temps un peu contraint. Il l'a tordu pour être avec nous. Je suis content de l'accueillir parce qu'en plus, c'est pas n'importe quel paysagiste. Il a été lauréat du Grand Prix national du paysage 2016. Il a œuvré, il est intervenu dans de très nombreux territoires. Il enseigne à l'École nationale du paysage de Versailles. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de pointer dans la petite notice bio sur laquelle je m'appuie, l'ouvrage que vous avez publié et qui fera peut-être un lien avec le propos sur Rennes Métropole. Je veux parler de l'ouvrage sur l'archipel des métamorphoses, la transition par le paysage, paru en 2019, un livre dont je suis dans le regret de vous recommander la lecture. Je dis dans le regret au risque de paraître flagorneur, mais c'est vraiment un livre remarquablement bien écrit. Donc beaucoup de motifs de ravissement de vous avoir avec nous, et de compassion, parce que vous allez vous livrer à un exercice ô combien difficile, qui n'est pas de faire la synthèse de ce qui a été dit, mais de nous dire ce que vous avez retenu de ce qui s'est dit depuis ce matin, car vous êtes avec nous depuis ce matin, et vous disposez pour cela d'un certain temps qu'on pourra prolonger avec un temps d'échange avec la salle. Merci par avance. Je me déplace pour être tout oui et prendre à mon tour des notes. Je me laisse tout seul. Parce qu'en fait, on se tutoie. Il oui, me voit devant vous, mais on se tutoie avec Sylvain. C'est vrai, il y a un long compagnonnage également. Moi, je te tutoie, excuse-moi. Voilà. Écoutez, merci à l'IHEST pour son invitation, merci à la Banque des Territoires pour son accueil, à Sylvain pour son entregent. Probablement qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelque chose de paradoxal à conclure une journée sur les sols en abordant la notion de paysage. Le paysage, c'est ce qu'on pourrait se dire ensemble, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on vit en y habitant, en y travaillant, en y circulant. Le paysage, c'est par-dessus, c'est ouvert sur le ciel, et on le respire, on le compose. Alors que le sol, c'est par-dessous, c'est invisible. Si l'on s'y aventure, à coup de pelle ou de pioche, c'est noir, on n'y voit rien, c'est peuplé de sales bêtes, excusez-moi pour le terme, pas très professionnel, mais ça grouille. 1 seul mètre carré de sol, de forêt, de hêtres abrite plus de 1000 espèces différentes d'invertébrés, protozoaires, rotifères, tardigrades, nématodes, acariens, colamboles, protoures, diploures, pseudoscorpions, cloportes, vous connaissez ça, iules, etc., etc. C'est là qu'on enterre les morts. Le sol nous décompose. Il décompose tout le paysage.
tout ce qui a vécu en surface. Le sol, c'est un anti-paysage. Donc vous vous doutez que je vais m'attacher à lever un peu ce paradoxe quand même. D'abord en interrogeant, et on l'a fait aujourd'hui, vous l'avez fait aujourd'hui les uns les autres, en interrogeant la notion d'artificialisation. En matière de sol, on oppose volontiers deux blocs, comme deux tribus qui s'opposent. On a parlé de tribus mélanésiennes tout à l'heure. Ben voilà. Nous aussi avons nos tribus dans la métropole. La tribu des UI, urbanisation, infrastructure, et puis la tribu des ENAF, les fameux espaces naturels, agricoles et forestiers de nos textes de loi. Et dans cette confrontation, on considère que les UI colonisent les ENAF par une sorte de politique de la terre brûlée, c'est-à-dire en artificialisant les surfaces. Voilà, donc vous connaissez les chiffres, chaque seconde, en à peu près 20 mètres carrés en France, l'équivalent d'un studio, sont transformés par les UI, donc en rocade, en macadam, en logement, en magasin. Donc dans 30 minutes, quand on conclura, les UI auront conquis les ENAF sur 36 000 m², l'équivalent de 7 terrains de football. Donc on a récemment mobilisé d'ailleurs une troisième tribu qui s'appelle les ânes, chargée de régler la question d'ici 2050. Voilà. Bon courage à la tribu des ânes. Mais si l'on parle vraiment de sol, il faut reconnaître que cette opposition entre les UI et les ENAF ne tient pas. Depuis 70 ans, le sol a été négligé à la fois par l'urbanisation et par l'agriculture, voire la sylviculture. Il est négligé, certes, par l'urbanisation et les infrastructures extensives qui consomment de la surface sans modération et stérilisent le sol, ce qu'on appelle l'étalement urbain. Bon. Mais il est dédaigné aussi par l'agriculture, intensive cette fois, je vais employer plutôt ce mot-là, qui a également stérilisé le sol en le réduisant à un support, nettoyé par des pesticides ou des herbicides, et nourri par un épandage d'engrais issus de l'industrie chimique. Quant à la sylviculture, intensive, elle aussi peut-être, elle aussi fragilise les sols en recourant au peuplement monospécifique de résineux, qui les acidifie. Et si le phénomène n'est pas massif en France, c'est parce que la forêt est très morcelée en termes de foncier, et donc vous avez des forêts, des massifs de forêts entiers qui ne sont pas gérés en réalité. Nous avons donc le sol en tant que surface horizontale, l'espace, le foncier, et le sol en tant qu'épaisseur verticale, le substrat. Dans cette double acception, le sol est stérilisé en réalité par les UI comme par les ENAF, ou en tout cas une partie des ENAF. Parler de stérilisation des sols, c'est inversement pour l'action publique préserver, recréer ou rechercher les conditions d'un sol fertile. La ville fertile, c'était le titre d'une exposition d'ailleurs des paysagistes à la Cité de l'Architecture il y a déjà un certain nombre d'années. Ce que l'on artificialise, c'est le paysage, notre milieu de vie en tant que grand système qui tient dans un même fonctionnement l'urbanisation, l'infrastructure, l'agriculture, la forêt et les autres espaces dits naturels. C'est le système qui fait fonctionner tout ça que l'on artificialise. Nous nous sommes mis sous système artificiel très coûteux à maintenir et en réalité intenable. En stérilisant nos sols, le paysage comme grand système qui associe tous les éléments entre eux, donc on l'a compris, y compris les humains qui les façonnent, les perçoivent et les vivent, le système donc se dérègle, il dysfonctionne. Je vous liste quelques exemples de ces dysfonctionnements de paysage dans le désordre afin que l'on cesse, vous l'avez compris, de vouloir raisonner en blocs séparés. Cela fait des décennies que l'on dénonce les entrées de ville, que l'on constate la loi Barnier, c'est 1995. Ça fait quand même un moment. Hein. Et pour qu'une loi sorte, il faut beaucoup d'années de sensibilisation avant que ce soit pris par le législateur. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça fait des décennies que l'on constate la dévitalisation des centres-bourgs, que l'on déplore les remembrements, c'est très très vieux aussi, l'éradication des haies et des arbres, le retournement des prairies, l'assèchement des zones humides, l'extension des monocultures d'échelle industrielle, la banalisation des espaces habités ou travaillés,
sous forme de lotissements assez standardisés, même si on a bien compris qu'ils n'étaient pas tous pareils, et de zones d'activité qui se ressemblent quand même beaucoup de Dunkerque à Marseille ou à Draguignan. Donc, la dépendance à la voiture individuelle et au camion, l'érosion des sols par le ruissellement, la nature anormalement destructrice, voire meurtrière des inondations, la malbouffe, la disparition des oiseaux, des insectes, des poissons, les pollutions des sols, de l'eau, de l'air, et depuis moins longtemps, la prise de conscience. Les dérèglements climatiques qui se traduisent en réchauffement global, en événements extrêmes. Bon, on en a eu un certain nombre cet été, et en crise sanitaire. Question tout à l'heure sur la crise sanitaire. Donc, de quoi notre système paysage est-il malade? D'une dépendance à une drogue dure, peu visible en soi, mais massivement consommée par les UI comme par les ENAF depuis des décennies, c'est l'énergie fossile. Le pétrole, le gaz, l'uranium, le charbon sont des substances licites fantastiques, puissantes. Avec 1 litre de pétrole, l'équivalent de votre brique de lait du matin, vous avez l'équivalent pendant une journée de la puissance énergétique de 100 hommes à votre service. On considère d'ailleurs, vous connaissez les chiffres qui ont été diffusés par le Shift Project, que chaque Français a à ses dispositions l'équivalent de 400 à 500 esclaves, 24 heures sur 24 disponibles. Sans compter les importations, donc plutôt 600 si je compte vraiment tous les services dont on bénéficie. Donc si puissante, si efficace, si pratique, si confortable, que nous en consommons des quantités absolument astronomiques. Je vous donne quelques ordres de grandeur que je glisse, que je tire d'un imagier là, qui sort, d'imagier paysage et énergie, qui sort justement aujourd'hui d'ailleurs, dont je me suis occupé. Chaque jour sur Terre, nous consommons 100 millions de barils de pétrole. Chaque jour, 100 millions de barils. Un baril, c'est 159 litres, à peu près un tonneau, si vous voulez, de 80 cm de haut par 50 cm de large. Si je les mets les uns sur les autres, ça fait une colonne de 76 000 km de haut, chaque jour. Donc, rapporté à la seconde, ça fait 184 000 litres par seconde. Pendant cette même seconde, 190 000 kg de charbon. Et pendant cette même seconde, toujours 127 000 mètres cubes de gaz fossile. J'ai fait les calculs, je me suis donné du mal. Vous voyez. Comprenons bien que c'est l'énergie fossile massivement consommée qui fait advenir les problèmes listés tout à l'heure. Pas d'étalement urbain et pas de dévitalisation des centres-villes, etc. Sans une utilisation massive de pétrole qui permet d'habiter loin de son lieu de travail et des lieux de service. Pas d'agriculture intensive sans une utilisation massive de gaz qui rend possible la fabrication des intrants. Pas de dérèglement climatique sans une utilisation massive de charbon, qui est émetteur de gaz à effet de serre. Moins de guerre sans notre dépendance pathologique à une énergie fossile qui se raréfie, qui tend de facto les relations internationales, qui fait anormalement durer les conflits et qui cause des destructions évidemment massives. Tout est lié, il faut le dire avec clarté, avec franchise, même si ça peut paraître un peu caricatural, c'est de l'énergie fossile quand même la cause principale de notre paysage système en bazar. Il y a une cause commune à nos problèmes généralisés, et c'est peut-être finalement pas forcément une mauvaise nouvelle. Cela veut dire qu'en s'attaquant à cette cause, beaucoup de nos problèmes se résoudront. C'est ce qui fait que les objectifs politiques sont clairs. C'est la transition énergétique, la mère de toutes les politiques des prochaines décennies. Il faut s'attaquer à la cause, donc. Directement en agissant sur la production, c'est la question des énergies renouvelables, évidemment, mais aussi indirectement en agissant sur la consommation, moindre consommation d'énergie fossile, moindre consommation d'énergie tout court, parce que les énergies renouvelables n'ont pas la puissance, la praticité et l'efficacité de l'énergie fossile. Le paysage se trouve au cœur de ce défi, car il apparaît comme la matrice commune à tous les champs sectoriels de l'aménagement, qui sont tous concernés par la transition énergétique, écologique, sociétale, économique. Si vous êtes aujourd'hui, il y avait des spécialistes de différents champs. En réalité, vous êtes tous acteurs du paysage. Si vous travaillez dans l'urbanisme, vous travaillez dans le logement,
si vous travaillez dans les mobilités, si vous travaillez dans la viticulture ou l'agriculture, ou dans n'importe quel autre domaine, en réalité, vous faites du paysage, ou vous le défaites, mais en tout cas, vous êtes acteur. Concrétiser la transition, c'est pour chaque acteur, donc, apporter sa pierre ou sa touche à un dessein commun, celui de façonner non seulement un milieu de vie vivable, mais un paysage de l'après-pétrole désirable, plus qu'acceptable. Car nous devons non seulement transformer notre cadre de vie, le fonctionnement de notre milieu vie physique, incluant le grand cycle dans lequel le sol joue un rôle écosystémique clé, mais aussi transformer nos modes de vie, nos comportements, nos façons d'habiter, de nous déplacer, de travailler, d'exercer nos activités de loisirs et de vacances, de nous alimenter, de nous habiller, voire de consommer globalement. Nous devons changer notre relation à l'énergie en qualité et en quantité, donc notre relation à l'espace et au temps. Changer notre relation sensible au monde. C'est donc l'exacte définition du paysage, notre relation sensible. C'est l'expression de notre relation sensible au monde. Donc, changer de paysage, pour le dire en 3 mots. Changer de paysage. Changer de paysage, c'est possible à 2 conditions. Première condition, nous devons mettre à bas, ou si vous voulez, essayer d'éliminer trois réductions qui entretiennent la confusion et empêchent le paysage de jouer son rôle de catalyseur de la transition écologique. Première réduction, le paysage n'est pas la conséquence fortuite des décisions d'aménagement sectorielles. Ça, c'est les politiques aménagistes du XXe siècle qui créaient des centrales nucléaires, qui créaient des autoroutes, qui passaient des lignes haute tension et qui considéraient que tout ça allait faire le bonheur des gens et donc des beaux paysages et qu'il n'y aurait pas de problème puisque ça amenait le progrès. Aujourd'hui, nous sommes équipés en tout ça, et donc c'est plus du tout la même logique. Deuxième réduction, mais qui est un peu une réduction en réaction à la première, le paysage n'est pas une carte postale figée pour l'éternité. Ça, c'est une politique pas aménagiste, mais au contraire plutôt conservatrice. C'est un peu le balancier, si vous voulez, l'opposé. Non, ils évoluent tous les jours, c'est évident, chacun le sait, mais c'est bon de se le redire quand même. Et troisième réduction, le paysage n'est pas qu'un décor plus ou moins végétal. Alors là aussi, il y a de la confusion là-dedans, puisque c'est un peu là, ça, la politique, entre guillemets, pour se donner bonne conscience, en disant, bon, bah, ok, alors on va faire ça, mais vous inquiétez pas, on va planter autour, et on va faire tout ça très joli, et du coup, ça passera. Mais en réalité, en prenant la question comme ça, très à l'aval, et sur un champ sectoriel très, très limité, on perd énormément de batailles, toutes les batailles de est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas faire, comment on fait, où on fait, etc. Toutes ces questions sont des questions de paysage. Et surtout, tout à fait à l'aval comme ça, vous perdez en fait souvent les batailles, puisque c'est la fin des chantiers, il n'y a souvent plus d'argent pour aller faire tout ça. Et donc, ça passe à la trappe. Donc ça, c'est la première condition, lever ces 3 ambiguïtés. Seconde condition, nous devons considérer le paysage comme une méthode de l'aménagement. Je pense même que c'est une philosophie de l'aménagement et de l'urbanisme, et c'est le sens du livre qu'a cité Sylvain tout à l'heure, L'archipel des métamorphoses que j'ai écrit. Ce que l'on appelle la démarche de paysage, qui est rien moins qu'une mise en transition des territoires. Nous devons considérer le paysage comme une méthode, en réalité. Et cette méthode tient en 5 points qui rappellent un certain nombre de choses qu'on a évoquées ensemble toute la journée d'ailleurs. Prise en compte de la réalité sensible du territoire en jeu, telle que vécue et perçue par les populations. Le territoire n'est pas qu'une donnée quantitative et chiffrée. Il s'exprime aussi par les populations dans leurs usages, leurs perceptions, leurs représentations. Donc pas que des approches quantitatives. Deuxième caractéristique, prise en compte du vivant dans sa globalité. Les vivants humains, les vivants non humains, c'est une même communauté et donc pas d'approche séparée entre les dimensions sociologiques d'un côté, écologiques de l'autre. Approche transversale, ça on l'a compris à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où tout le monde est acteur du paysage, donc c'est vraiment un creuset commun et non pas un champ de spécialité. Donc là, c'est plutôt fini les approches cloisonnées en silo, qu'on connaît bien. Démarche participative, le paysage n'est pas une question très technique, dans la mesure où ça touche à l'affectif des gens au quotidien. Contrairement à un certain nombre de champs d'actions sur lesquels nous travaillons, qui peuvent être très techniques et très difficiles à mettre au débat, la question du paysage n'est pas très difficile à mettre au débat, à condition, bien sûr,
d'avoir une méthode. C'est pour ça que je parle de démarche, de méthode. Mais l'intelligence collective, alors typiquement, on peut la convoquer autour de la notion de paysage, comme bien commun, ça me paraît évident. Donc là, on sort des approches un peu top-down, justement. On est beaucoup plus dans des approches remontantes. Et puis, créativité, parce que de fait, dans la mesure où on accepte la transformation du paysage et qu'on sait qu'il faut le transformer, le changer de paysage, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on peut travailler dans une démarche de projet, c'est-à-dire qu'on peut projeter le paysage désiré et conduire comme ça les logiques des politiques sectorielles tenues par une même direction, parce que sinon, c'est quand même très compliqué. Donc, on sort des positions figées conservatrices, vous l'avez compris, ou purement théoriques, idéologiques, qui sont aussi bloquantes. Quand vous parliez des blocages dans les concertations, etc., ce sont des approches idéologiques qui s'imposent d'une certaine manière dans un débat qui veut se construire, et ceci par éloignement de la réalité sensible. Évidemment, on a un cerveau qui idéalise et qui abstrait très vite. D'où l'importance dans ces méthodes d'aller sur le terrain, d'éprouver une expérience partagée commune, de façon à sortir justement du champ idéologique qui s'exprime très très vite dès qu'on est enfermé dans une salle. Alors, la révélation des sols et des paysages comme matrice de l'aménagement constitue un urbanisme de rupture, clairement, à l'opposé des tendances suivies depuis 70 ans. Il ouvre à un récit territorial renouvelé, une sorte d'urbanisme en creux et par en dessous, inversé et renversé. Un urbanisme en creux et inversé par l'attention au paysage, en donnant à voir l'espace non bâti, non pas comme un vide à urbaniser ou comme une ressource foncière, entre guillemets, mais comme un plein d'espace, d'horizon, de vivant, d'usage, d'échange et de relation avec son contexte, qu'il faudra peut-être urbaniser, ou peut-être pas, ou peut-être en partie seulement. Cela dépend du projet de paysage que l'on vise, des relations que l'on voudra établir entre le paysage, le non bâti et ce que l'urbanisable, le non urbanisable, c'est-à-dire le fameux UINAF, tout ça, dans une composition d'ensemble. Dans un plan d'urbanisme par le paysage, le non bâti est ce que l'on dessine, ce qu'on le colorie en premier. Contrairement à un certain nombre d'images que l'on voit, y compris cet après-midi, où l'espace non bâti reste blanc sur la carte, comme dans les cartes IGN. Et donc n'existe pas en réalité. Et puis alors donc un urbanisme en creux et inversé, donc ça c'est pour la partie paysage, et un urbanisme par en dessous et renversé, si j'ose dire, par l'attention au sol, où la sous-face explique la surface. Soulever les immeubles, les maisons, les parkings, les bâtiments, les places, les champs, les vignes, les forêts, pour s'intéresser à ce qu'il y a dessous. Donner à voir les sols, leur nature, leur diversité, faire comprendre leur organisation précise. On parle d'horizon pour le paysage, les sols sont composés d'horizons, très très précisément organisés. Révéler surtout leur fonctionnement dans le cycle de la vie, leur importance pour la chaîne trophique, l'agroécologie, l'eau, l'air, les échanges gazeux, le stockage du carbone bien sûr, la dénitrification, l'ensemble des services écosystémiques dont on a un petit peu parlé aujourd'hui en background à toutes les discussions qu'on a eues. Mais quelle forme donne cet urbanisme d'un nouveau genre, inversé et renversé? À quoi ressemble le paysage de la transition? Pour moi, et depuis très longtemps, parce que je m'y intéresse depuis les années 90, et ça renvoie évidemment à Rennes, la figure de l'urbanisme de la transition, c'est l'archipel. Alors, il faut qu'on s'explique autour de ça. Pourquoi est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, porter cette figure de façon un peu théorique, si vous voulez, comme digne d'intérêt pour les territoires, malgré leur singularité, bien sûr, et leur spécificité. D'abord, la mer. Dans la figure de l'archipel, la mer, c'est la matrice de l'archipel. Transposée sur Terre, puisqu'on est dans l'image, elle peut être, selon la géographie des lieux, mer de vigne, ou vague de vigne, pour le coteau de Champagne de tout à l'heure, océan de blé, horizon forestier, étendue de pâturage ou de lac, bras de rivière, etc., etc. La mer a une épaisseur, des profondeurs, un volume, notre fameux sol substrat. Ce n'est pas un vide, c'est la mer nourricière. Elle est donc vitale et protégée comme telle, ressource stratégique. Mais
c'est là que ça devient intéressant. La mer, c'est aussi ce qui relie et qui rassemble, qui tient un archipel ensemble. D'ailleurs, dans le droit international, vous n'avez pas le droit d'enlever une île d'un ensemble archipélique. C'est comme ça que la France est condamnée par l'ONU régulièrement, parce qu'on a extrait Mayotte de l'archipel des Comores. Et donc, on est condamné par l'ONU pour avoir cassé, quelque part, une solidarité qui est intrinsèque, si vous voulez. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, la mer est ce qui relie et qui rassemble, c'est sur elle ou à travers elle que l'on circule. Elle accueille donc les infrastructures de déplacement. Ça, c'est important. C'est un vrai sujet, j'imagine, sur le plateau de Saclay, mais c'est important d'avoir ça en tête. Ça veut dire que, si vous voulez, les UI, si vous voulez, ont leur place dans les ENAF, mais c'est une place très, très précise, très précisément organisée. Et c'est pareil, là, c'est pour les I d'infrastructure que j'évoque, à travers les déplacements, mais sur le U, c'est pareil, vous avez un certain nombre de constructions, si vous voulez, qui nécessitent de l'isolement. Et donc, on ne va pas aller construire des usines AZF en plein centre-ville, parce que sinon, le jour où on a un problème, eh bien, ça fera beaucoup de dégâts. Donc, les UI ont leur place dans les ENF, mais c'est une place qui est précisément définie, très précisément définie et limitée. Donc la mer, premier élément de la figure de l'archipel. Deuxième élément, les îles, évidemment. Les îles, ce sont les villes et les villages qui parsèment l'étendue de la mer nourricière. Ce sont bien des îles. La mer agricole, naturelle et forestière les sépare, garantit leur identification, leur intégrité, l'intégrité, si vous voulez, de leur personne, je dirais presque. La mer y pénètre aussi par des bras, on la retrouve à l'intérieur même, en petits espaces linéaires. On a parlé de parcs, de jardins, de coulées vertes. On pourrait parler de places, de rues, etc. Là encore, les îles ne sont pas strictement donc le domaine des UI. Les ENAF y ont évidemment droit de citer. Les îles, villes et villages ne sont pas des continents. Leur dimension est maîtrisée. On a parlé d'Ebenezer Howard tout à l'heure. Il a dimensionné quelque part à son époque l'organisation du développement urbain par rapport à ces espaces non bâtis. Donc la dimension de l'île, si vous voulez. Ce ne sont pas non plus des presqu'îles, donc ce ne sont pas des continents, hein, c'est ça que ça veut dire. Leur dimension est maîtrisée, ce ne sont pas non plus des presqu'îles, c'est-à-dire des urbanisations très très linéaires qui raboutent finalement les îles les unes aux autres et font disparaître leur personnalité. Et évidemment cassent les logiques de trame verte et bleue, etc. Et la troisième composante, qui est trop oubliée dans la figure de l'archipel, eh bien, ce sont les rivages. Les rivages, c'est-à-dire les espaces d'interface entre les mers et les îles, si vous voulez, il n'y a pas rien. Il n'y a pas qu'un trait noir dessiné au bic sur un document ou au traceur, sur un document d'urbanisme qui sépare la zone U de la zone A ou N. Ça, c'est une abstraction. En réalité, ce trait a une épaisseur, une matérialité, une spécificité hybride entre la terre construite et la mer nourricière. L'aménagement y est voulu, finement organisé. Les rivages de nos îles, villes et villages ont longtemps été constitués de vergers, de jardins, de potagers, de maraîchages, des lieux de production intensive et savants, au plus près des zones de consommation, par nécessité, de certaine manière, basse énergie, si j'ose dire. Donc c'est l'espace de l'agriculture urbaine et périurbaine contemporaine, mais aussi d'équipements d'interface nécessaires, comme des bassins de gestion des eaux pluviales, par exemple, des stations des eaux usées, pourquoi pas, des unités de production d'énergie renouvelable, oui, des méthaniseurs, pourquoi pas, des champs photovoltaïques, des grandes aires de sport et de loisirs de proximité, des parcs de promenade, de jeux, etc. C'est l'espace de couture et d'échange, aussi important dans le monde visible horizontal, finalement, que le sol dans le monde invisible et vertical. Et le territoire archipel, donc, au final, dans cette triple configuration de la mer, évidemment comme matrice, des îles-villes clairement organisées les unes par rapport aux autres, et de ces rivages comme espace d'interface qui organisent les échanges. Donc, pour moi, c'est la figure du paysage en transition, du paysage de la transition, où les champs que l'on voit comme vides et les sols que l'on ne voit pas, eh bien, sont les composantes premières. Mais surtout, où les relations entre U, I, N, A, F sont pensées deux à deux, d'une certaine manière, dans une composition beaucoup plus complexe que les deux blocs que l'on a évoqués en introduction tout à l'heure, dans des compositions qui sont voulues, organisées, dessinées dans un seul
système métabolique, cyclique, et à 3 dimensions, c'est-à-dire pas simplement horizontale, mais aussi dans la verticalité. Voilà ce que je voulais évoquer rapidement pour faire le lien entre notre réflexion d'aujourd'hui et cette notion de paysage qui pouvait paraître un peu à côté, ou en tout cas aux marges de nos préoccupations, mais qui est en réalité, vous l'avez bien compris, plutôt centrale. Merci. Eh bien, je dois avouer que quand, avec Catherine Veglio, nous cherchions un grand témoin pour clore provisoirement cette journée, puisque vous avez vu que vous allez pouvoir réagir, nous cherchions quelqu'un, peut-être pas un mouton à 5 pattes, quoique, mais quelqu'un qui nous offre un décalage. Et je crois qu'on a été servi. Je ne m'attendais pas à ce que on convoque autant de métaphores empruntées à l'univers maritime. Apparemment, l'espace maritime est moins concerné par l'artificialisation que l'espace terrestre, mais j'ai bien compris la portée métaphorique ou analogique de cette référence. Et puis, voilà, je comprends aussi que finalement, quitte à simplifier les choses, le mot le plus important, c'est pas tant paysage que c'est l'approche paysagère. Et il me semble que c'est la clé, une clé pour, sur un territoire donné, agréger toutes les bonnes volontés, toutes les compétences pour leur faire adhérer à un projet, à une vision partagée. Et c'est ce que je comprends de l'apport du paysagiste, c'est que sur un territoire, il peut impulser cette démarche paysagère. Alors, en principe, un grand témoin doit être écouté religieusement, et ça a été fait. Pas de bruit, et on doit clore la journée ainsi, sauf que je ne sais pas par quel miracle, on avait ménagé un temps d'échange avec le public, donc profitez-en. Comment cela vous a-t-il, les propos de Bertrand vous ont-ils fait réagir? Est-ce que ça vous aide à mieux appréhender vos problématiques sur vos territoires respectifs? Écoutez, le micro peut circuler avant que nous nous acheminions vers la fin effective de cette journée. Qui veut comment? Oui, monsieur Jean-Paul Mordefroy, on vous tend un micro. Là, cette fois-ci, je peux prêter celui-ci. Voilà. Merci, Mélissa. Oui, merci. Un point de vue plus personnel et un constat. Verrières est plein d'arbres et je suis très peiné de voir comment les professionnels du bâtiment, de l'aménagement, etc., en général, le plus souvent, pas tous, ont, pardonnez-moi, mais très peu de respect pour les arbres, que ce soit ceux qui tranchent les racines au ras du tronc pour récupérer 3 mètres carrés, ceux qui considèrent que l'arbre est une variable d'ajustement parce que la machine ne passera pas, donc on va buter les arbres qu'on a là, ceux qui stockent leurs matériaux, leurs machines au pied des arbres au mépris des racines. Quand j'étais jeune, j'avais un oncle architecte qui me montrait des photos des chantiers scandinaves où les arbres étaient protégés. Ça existe maintenant un peu en France, mais c'est, à mon avis, malheureusement pas encore dans la culture professionnelle. Mais c'est un point de vue personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci, Jean-Paul. Alors, François Serve va me dire, mais décidément, voilà, mais comment vos homologues des autres territoires sont malheureusement partis. Et une question toute simple, vous réagissez si vous voulez, mais au moins répondre à cette question. Dans quelle mesure comment vous intégrez cette dimension paysagère, ou en tout cas dans quelle mesure l'intervention de Bertrand Folléa vous inspire l'idée d'enrichir votre démarche de cette dimension? Et ensuite, on prendra la question d'Isabelle. Là aussi, on va faire... il se gratte la tête. Je pense que, j'aurais dû amener des photos de la Dracénie, puisque c'est quand même quelque chose qu'on essaye de préserver en Dracénie, la question du paysage avec des villages silhouettes, avec... c'est qu'il y a une sensibilité de l'ensemble des acteurs sur cette question. Mais ça n'empêche pas de faire des horreurs et de ne pas être dans cette approche-là, de penser toujours le plein contre le vide. Et en particulier, moi, ce que ça m'a inspiré, c'est le projet. Il y a un projet de maison d'arrêt là sur notre territoire, et donc qui est directement en vue avec le rocher de Roquebrune, qui est un rocher
assez marquant du massif des Morts. Et donc, lorsqu'on essaye de... Toute la démarche d'avant, justement, quand on prend l'approche du paysage, de dire est-ce que c'est le bon endroit pour mettre la prison, la maison d'arrêt, ben, tout ça, c'est quelque chose qui a été balayé d'un revers de main par l'administration pénitentiaire, parce que il y a des impératifs économiques, parce qu'ils ont une façon de... Il y a aussi toujours du chantage. Il y a la cour d'assises. Ce qui reste de la superbe de Draguignan, c'est la cour d'assises. Et donc, si vous voulez que la cour d'assises parte à Toulon, dans ce cas-là, on ne fera pas la maison d'arrêt chez vous. Enfin, il y a tout ce rapport de force qui fait qu'on n'a pas le choix, finalement, que nous, d'écrire des courriers aux gardes des Sceaux en disant finalement, à ce fait-là, on sera très sensible au paysage. Ça, c'est un petit peu le combat du désespoir. Quand on a des grands projets qui s'imposent comme ça. Juste, j'ai vu que Sylvane veut intervenir, Sandra, mais juste un mot encore, François, vous avez dit que vous preniez votre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des élus, mais quid d'une démarche qui consisterait à les embarquer dans une dérive, peut-être pas urbaine, mais rurale dans votre territoire, dans une démarche paysagère, justement. Dans mon pèlerinage, en fait, c'est quelque chose que ils sont en demande, en fait, les élus, de préserver le paysage et qu'on trouve des règles d'urbanisme pour plus venir travailler sur certains secteurs, parce que ça va. Donc cette démarche, ils le vivent leur territoire au quotidien. Donc je pense que le paysage, c'est le territoire vécu. Hein, c'est ce que vous disiez, c'est que c'est quelque chose qui fait partie de leur vie. Et ils l'ont pleinement. Après, l'approche par l'archipel ou des choses comme ça, là, ça, c'est effectivement, j'ai en tête des territoires où on peut venir apporter cette mise en récit-là pour essayer d'abonder vers des solutions d'aménagement, parce que, voilà, aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou. Mais je crois vraiment qu'il y a une grande sensibilité au paysage. Moi, dans les élus que je rencontre au quotidien, je ne sens pas d'insensibilité là. Enfin, je sens vraiment que ça fait partie de leur ADN. Donc. Isabelle, Sylvane et Sandra. Isabelle. Ce n'était pas une question, mais juste une réaction. Merci. L'effet waouh de votre intervention, enfin, moi en tous les cas, ça me fait réfléchir. J'aurais vraiment plaisir à pouvoir la lire, parce qu'elle était tellement dense que je pense que ça nécessite de se l'approprier. Mais le paysage au centre, ça me parle beaucoup, et vraiment, merci beaucoup pour cette intervention. Madame Ducézé fait également ça. Sylvane ? Alors, en fait, je vais rebondir sur ce que vient de dire Isabelle, mais ce que vous dessinez, c'est quelque chose de très important. C'est une utopie au sens noble du mot. Et souvent, et d'ailleurs on l'a souvent vu à l'IHEST, on a travaillé pendant 3 ans sur les transitions, et ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas de dessin ou de récit, comme vous venez de dire, monsieur, on n'a pas de ce que peut être l'avenir. On est bloqué sur ce type de société industrielle qui devait apporter le bonheur à l'humanité. C'était la promesse des Lumières, et puis qui apporte même pas le bonheur individuel, parce que même dans les sociétés les plus développées, on a énormément de dépression nerveuse, etc. Je ne suis pas de dessin. Donc on a du mal, avec en plus ce cataclysme annoncé, si on ne fait rien, quel changement climatique, on a du mal à se décoller de la collapsologie, parce qu'on a aussi du mal à imaginer un avenir. Et ce que j'ai adoré dans votre métaphore, c'est que ça me donnait tout d'un coup un dessin, quelque chose de concret vers le futur, vers quoi on peut tendre. Et je pense que ça, c'est un puissant moteur à l'action. Donc, merci, effectivement. Oui, merci beaucoup. Je me joins à ce concert de louanges, et au fond, je me dis que l'effet que nous fait ce type de discours montre à quel point notre sensibilité est en friche, en fait. Dès qu'on s'adresse à notre sensibilité, dès qu'on nous offre des images, on est transporté, en fait. On est transporté, et ça nous met dans une volonté d'agir qui est beaucoup plus puissante que tous les SRADET, Scott et PLUI de la Terre, quoi. Mais alors, je voulais revenir sur justement la manière dont vous convoquez cette image, enfin, convoquez je sais pas, ce
cette matrice, ce prisme du paysage dans les projets, en fait. Parce que autant on voit, par exemple, typiquement la ville de Rennes, ville archipel, qui a eu cette volonté de se développer selon ce schéma. Et donc, la ville s'est développée selon ce principe d'archipel, avec des poches d'urbanisation, enfin, en tous les cas pour ce qui concerne la métropole, parce qu'au-delà, c'est plus anarchique, mais voilà, dans le territoire de la métropole. Mais quand on a affaire à des territoires qui sont déjà en partie constitués, qui sont déjà voilà, c'est plus une archipel, quoi. C'est une poussière d'île, ou voilà. Comment est-ce qu'on utilise cette métaphore de l'archipel ? Je ne sais pas si je dois répondre tout à fait tout de suite, puisque en fait, vous avez fait beaucoup, les uns et les autres, de remarques très, très piquantes. Alors peut-être tu l'as encore une, et puis après, Juste une dernière. Vous avez évoqué le changement, enfin les évolutions du paysage. L'élément de fond, c'est savoir si on est acteur ou passif sur le changement de nos paysages. Moi, j'ai le paysage de mon île adorée qui va bientôt changer, puisque quand je suis sur ma plage, je vois l'île Dieu, et dans quelques mois, je verrai des éoliennes. Moi, je considère que c'est un changement positif, mais un grand nombre considère que c'est un changement négatif. Quand vous évoquez la disparition des énergies fossiles, enfin le fait, je pense que malheureusement aussi, même si demain nous allons faire en sorte de ne plus avoir, de moins en moins avoir d'énergie fossile, on a quand même aujourd'hui un mode de consommation, d'augmentation du besoin d'électricité. Je ne me pas tarder sur les aspects sur le basculement sur les véhicules électriques, mais qui n'a pas à minima, à partir de 10-12 ans, jusqu'à 85-90 ans, 2 portables dans sa poche. Et donc la première des choses qu'on fait, c'est passer son temps à les recharger, ce qui n'existait pas il y a 30 ans, sur ce volet-là. Et donc, un élément aussi, quand vous avez évoqué les champs photovoltaïques, il va bien falloir aussi accepter le changement du paysage. Parce que le changement du paysage, pour avoir aujourd'hui une énergie photovoltaïque qui représente que 2,2% de la production d'électricité française, alors qu'en Allemagne, où c'est pas un pays où il fait le plus chaud, l'énergie photovoltaïque est à 23% de la production d'électricité, il va bien y avoir aussi un changement de nos paysages qu'il va falloir plutôt être actif que non pas subir. Jean-Christophe, il faut que je réagisse. C'est pas avec un discours rationnel qu'on fera trouver les éoliennes belles. Moi, j'ai essayé un jour de dire, mais vous trouvez que les pylônes chats d'EDF, 400 kV, avec les lignes 400 kV, c'est tellement plus joli que les éoliennes. Ah ben bon, ça marche pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas à ce niveau-là, c'est quel dessin on veut. Et les éoliennes, finalement, sur les rivages que décrivait Bertrand, avec finalement toute une infrastructure aussi qui permettrait à la société de vivre, mais qui serait plutôt dans le renouvelable, ça peut faire rêver. Après, une fois qu'on a le rêve, messieurs les ingénieurs, vous pourrez faire vos calculs, vous pourrez appliquer vos technologies, vous êtes absolument indispensables. Mais avant, c'est peut-être les poètes et les artistes qui doivent nous faire rêver. Alors, justement, c'est exactement le bon enchaînement. De ce que vous avez dit, en fait, c'est une redécouverte de l'imaginaire. Et l'imaginaire, on l'a beaucoup oublié avec justement le rationnel, avec l'expertise. On peut même parfois le mettre à contrario du scientifique, alors qu'en réalité, c'est certainement un des moteurs les plus puissants. Donc comment faire en sorte de donner toute sa place à l'imagination ? Parce qu'aujourd'hui, la façon dont on travaille me semble aller à contrario en fait, du développement de l'imagination, de l'imaginaire qui a besoin de temps libre pour s'exprimer. Est-ce que c'est l'art ? Je ne sais pas. Enfin, voilà. Mais en tout cas, notamment, puisque c'est ma partie, le digital tue l'imaginaire. Recrée des formes imaginaires, mais en même temps tue aussi l'imaginaire humain.
si tu m'y autorises, Bertrand, j'apporte mon pot ma contribution au pot de la discussion. Je m'interrogeais sur le risque que nous nous quittions sur une ligne de fracture entre les tenants d'une approche sensible dans le sens fort et noble du terme, et ceux qui défendent et promeuvent une démarche dont on a aussi peut-être besoin, une démarche que je qualifierais d'ingénieriale. Et il serait peut-être aussi intéressant de voir dans quelle mesure justement la démarche paysagère permet d'embrasser, de combiner les deux, une logique d'ingénierie et puis une logique comment respectueuse de la sensibilité de notre rapport au paysage. Alors, je vais commencer par aborder. Oui, j'aborde d'abord la question par la fin. Alors, effectivement, quand vous ouvrez un dictionnaire et que vous regardez la notion de paysage, on vous dit que c'est une étendue de territoire perçue par les populations, etc. L'étendue du territoire convoque toutes les sciences de l'ingénieur qui sont indispensables à la connaissance du territoire dans sa dimension matérielle et tangible. Mais le cœur de la définition, il est dans la perception, effectivement. Perçu par les populations, c'est-à-dire perçu, vécu, appréhendé, usité par nous, quoi. Et donc, quelque part, on ne sépare pas dans cette notion à la fois la dimension scientifique qui va nous permettre de connaître le territoire dans toutes ses dimensions, et d'où la convocation de toutes les disciplines qui permettent de connaître. On en a vu un certain nombre cet après-midi, y compris dans les outils, etc. Et puis en même temps, la dimension sensible qui est autour de la notion de perception, puisque effectivement, on perçoit par les sens. Donc on ne sépare pas non plus les territoires des populations, ce qui me paraît quand même absolument majeur par rapport à la question des méthodes de travail, encore une fois. C'est pour ça que ça nous intéresse, cette notion de paysage. La relation est double, c'est-à-dire vous avez les relations matérielles et tangibles qui font la réalité objective, entre guillemets, d'un territoire. En tout cas, c'est sur cet angle-là que les sciences nous aident à les comprendre. Et vous avez les relations sensibles entre les populations et ce territoire. Vous avez les deux. Et donc, le paysage, c'est une affaire de relations. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas les choses les unes avec les autres, d'où cette dimension de la transversalité. On ne sépare pas les humains du territoire ou des animaux, des autres animaux, etc. etc. Voilà, c'est ça que je veux dire de façon très théorique, hein, pardon, mais voilà. Après, on peut être un peu plus pratique dans les observations, dans vos observations, enfin, pour réagir à vos observations, sur la question de l'arbre qui est maltraité parce qu'il est mal connu. Ça me fait penser à ce que tu as évoqué, Sylvain, tout à l'heure, assez vite, on ne l'a pas développé dans la journée, qui est de dire, puisque le mot humilité est lié à humus. Bah oui, effectivement, nous avons là, les sols sont humbles parce qu'on marche dessus tout le temps, et puis parce qu'on ne les voit pas. Donc, quelque part, ils ont du mal à exister. D'où l'idée du Parlement. Alors, aujourd'hui, vous avez entendu parler, il y a le Parlement de Loire, c'est-à-dire qu'on donne la parole, hein, le Parlement s'est donné la parole à la Loire, ou le Parlement de l'Arbre. Eh ben, le Parlement de l'Arbre, il existe à Grenoble, je crois. Le Parlement des sols, oui, probablement qu'il faudrait donner la parole aux lombriques et aux colamboles là, que j'évoquais tout à l'heure. De façon à ce qu'effectivement, est-ce que d'une certaine manière, le décentrage qui a été évoqué à propos par les uns ou par les autres dans la journée puisse s'opérer. Mais de fait, on a besoin d'une certaine manière, en tout cas, de développer l'attention à. Et comme dans la mesure où le paysage touche à la dimension sensible, on perçoit avec nos sens, donc c'est une attention à l'existant, à ce qui existe déjà, ce qui est déjà là, avant d'envisager la table rase, ou même ce qui nous empêche d'envisager la table rase, qui est quand même une idée moderniste qui a produit beaucoup de dégâts, parce qu'elle a eu lieu en même temps que l'arrivée du pétrole puissant et bon marché. Donc on avait à la fois la pensée, et en même temps l'arme de destruction massive. Donc d'une certaine manière, ça a fait mal. Voilà, donc ça c'est une chose. Sur la question de la prison, et qui déboule comme ça, parce que ça nous est imposé d'en haut, et que ça tombe, et que c'est parachuté, et qu'on vous dit si c'est pas ici, ce sera chez vos voisins, tant pis pour vous, etc. etc. Oui, ça renvoie vers justement la politique de Rennes, qui a développé le concept d'archipel, en développant surtout, enfin, qui a pu le développer parce qu'elle avait mené une politique foncière, de maîtrise foncière, qui aujourd'hui nous fait cruellement défaut dans les territoires. Vous, élus, vous n'êtes pas assez, enfin, je dis vous, élus, parce que vous n'êtes pas tous élus, mais c'est pas grave, vous travaillez dans les collectivités, etc. Nos élus, nos collectivités ne sont pas assez armés en termes de foncier. On n'a pas le portefeuille pour négocier.
Vous auriez du portefeuille, vous pourriez négocier avec l'administration en disant écoutez, c'est peut-être pas exactement là par rapport à Roquebrune, par rapport à la vue, par rapport à notre sensibilité, etc. etc. Peut-être que ça pourrait se passer ailleurs. Regardez, on peut vous proposer du foncier à tel endroit, ce sera peut-être plus intéressant à tel endroit, etc. Là, vous n'avez pas le portefeuille, quoi. Vous n'avez pas le portefeuille pour dealer, pour négocier là-dessus. Donc, ça rend plus compliqué, effectivement. Mais plus on travaillera la question du paysage, surtout en termes de projet, plus votre récit sera exprimé, parce que c'est bien beau d'avoir des impressions, une sensibilité. À Draguignan, on est sensible au paysage, mais si cette sensibilité ne se dit pas, qu'elle ne s'exprime pas, eh ben, d'une certaine manière, vous êtes mort, parce que quelque part, on pourra vous imposer des projets qui tomberont d'en haut comme ça, parce que vous ne serez pas armé, vous n'aurez pas à installer le récit. Si le récit est installé, vous ne pouvez pas écrire le chapitre n'importe où dans le récit. Vous êtes obligé de faire attention à la façon dont ça se passe. Donc plus on travaillera la question du paysage, en termes de projet, pas en termes de carte postale figée pour l'éternité, en termes de démarche, plus vous serez armé, plus on sera armé de certaine manière pour réagir, pas en opposition, mais en adaptation, quelque chose d'un peu plus fluide, un peu comme le barreur à son bateau, puisque j'ai une image maritime. Je continue une image maritime, voilà, on tient la barre, on a un cap, mais c'est pas pour autant que... voilà, il faut peut-être faire comme ça, mais on y va quand même. On a un cap. Si on n'a pas de cap, vous prenez tout sur la figure, quoi. Ça, c'est vraiment mon avis. Entre parenthèses, on renoue ainsi avec le sens étymologique de la gouvernance, qui est de tenir le gouvernail, le tant qu'à gouvernail. faire. Oui, tout à fait. Merci pour cette... tout à fait. Voilà, après, oui, on est ensemble là à partager quelque chose qui est que moi, je suis très sensible à ce que vous avez dit sur la question, vous n'avez pas dit le mot, mais c'est la question de l'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'effectivement, on est bombardé par des discours anxiogènes, vraiment anxiogènes de la communauté scientifique qui fait son job, je dirais. Quelque part, elle fait son job, surtout, elle est très convergente. Enfin, c'est dur d'être climato-sceptique aujourd'hui. Je pense quand même qu'il faut vraiment avoir la tête dans le sable. Mais il paraît qu'il y a encore 30% des gens qui sont climato-sceptiques. Donc, il faut qu'on soit encore vigilant, parce que ça nous semble évident quand on baigne dans un certain milieu, mais peut-être que ça ne l'est pas tant que ça. Il faut continuer à travailler autour de ça. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'il y a peut-être aussi un climato-scepticisme lié à du déni. Parce que la réalité qu'on nous renvoie, elle n'ouvre pas, en effet, d'horizon et de perspective. Et donc, nous avons une responsabilité qui est de dessiner un horizon désirable, vraiment. C'est-à-dire de dire, et je pense que là-dedans, ça renvoie peut-être aussi à ce que vous évoquiez, je pense qu'on a une responsabilité pour que les élus, pour que nous fassions prendre conscience aux élus qu'un certain nombre de problèmes qu'ils dénoncent aujourd'hui et dont ils se plaignent est lié à un mode de vie qui n'est pas durable. Je prends l'exemple de la question peut-être de la dévitalisation. Vous avez plein de territoires qui se sont plaints à juste titre d'une forme de dévitalisation, mais qui, sous le prétexte de la dévitalisation, du coup, justifient le fait qu'il faut absolument construire, ouvrir à l'urbanisation tout ce qui vient, parce que vous comprenez, on a besoin d'assurer des rentrées financières, puisqu'on l'a bien dit, les outils aujourd'hui financiers ou fiscaux sont mal orientés par rapport à la question. Donc, il faut qu'on les aide à comprendre que leur problème, il vient quand même d'une dépendance à des énergies fossiles qui ont défait leur territoire en réalité. C'est-à-dire que, et je pense qu'aujourd'hui, la conscience n'est pas complètement là. Et du coup, à partir du moment où cette conscience sera là, la transition quelque part énergétique et écologique ne sera pas vécue forcément comme une punition, puisque justement, c'est une façon peut-être de répondre à des problèmes qu'on n'avait pas totalement fait coïncider, si j'ose dire, avec la prise de conscience de la cause commune profonde, qui est celle quand même de notre rapport au monde, qui est en situation un peu d'ébriété. Je le dis parce que c'est pour ça que je vous ai donné des chiffres qui sont un peu astronomiques dans cette consommation, en plus de quelque chose qui est quand même extraordinairement puissant, quoi. Donc on est vraiment sous dépendance très forte. Donc c'est dur de sortir d'une dépendance très forte. Mais par rapport au mal que ça génère, aux mots plutôt, au pluriel que ça peut générer, si on arrive à mettre des mots OTS sur ces mots, on sera, et des représentations aussi, des images, je pense qu'on progressera dans le désir de la transition et qu'on s'ouvrira des horizons, parce que pour l'instant, on ne s'en ouvre pas beaucoup. Alors oui, effectivement,
nous avons besoin de projeter, moi je fais ça avec mes étudiants, les territoires nous demandent de projeter ce que c'est que le paysage dans 2050-2070, adapté à la réalité du changement climatique. Et donc on est obligé de recevoir, de prendre la dimension territoriale, c'est-à-dire toute la matière scientifique dont on dispose pour être le plus crédible possible par rapport à la question des risques, par rapport à la question de l'érosion, de la submersion, des machins comme ça. Je vous passe les détails. Et en même temps, on le projette, pas simplement pour dire ça va être épouvantable, regardez, mais on trace d'une certaine manière une direction qui est beaucoup plus désirable et en même temps libérée d'un certain nombre de cette cause de dysfonctionnement, on va dire. Bon. Après, bien sûr, ce sont des projections, il y a une dimension utopique. Là où la prospective devient intéressante, c'est quand elle raconte le chemin qui nous emmène du 20 septembre 2022 au 20 septembre 2050 ou 2070. Évidemment que c'est le chemin qui est important, avec le rythme. Et la grande question politique, c'est la question du rythme de la transition, puisque c'est là que, évidemment, c'est compliqué pour les élus. Et du coup, il y a les tendances à temporiser. On a dénoncé tout à l'heure des circulaires, je ne sais pas quoi, qui disent calmez-vous avec cette affaire. C'est celle du rythme. C'est pas l'objectif qui est mis en cause, mais c'est plutôt le rythme. Donc, c'est bien de se projeter loin parce que du coup, les rythmes, quelque part, ils sont donnés par l'échéance, quelque part. Donc, c'est quand même intéressant pour ça aussi. Sauf s'il y a une dernière interrogation, je proposerais de nous en tenir là. Comment pour faire disposer d'un peu de temps de remerciements. D'abord à ton endroit, Bertrand Folléa. Je ne sais pas, je n'ose plus me souvenir du nombre d'hectares qu'on est censé avoir artificialisé entre le début de ton intervention et le moment où je reprends la parole. Ce que j'ai envie de retenir en filant une autre métaphore, c'est qu'il me semble que tu nous as rechargé les batteries à travers, j'insiste sur ce point, cette approche paysagère qui permet non pas d'opposer, mais d'associer, de combiner des approches scientifiques, les sciences de l'ingénieur, et puis des approches plus poétiques, ça a été dit, plus sensibles. Pour cela, merci infiniment et je le dis sous les éventuels applaudissements du public.